Mais j'en peux plus de Baggy, il est trop drôle! Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'avant-dernier épisode, donc de l'épisode 7 de la saison 1 du live action de One Piece. Cet épisode va regrouper du chapitre 69 au chapitre 81 de One Piece pour mettre une fourchette, hein. Je vous rappelle, c'est toujours compliqué parce que ils ont pris des libertés scénaristiques et du coup, il n'y a pas forcément la même chose. C'est une adaptation, c'est normal. Cet épisode va du coup venir introduire le dernier arc de East Blue, donc l'arc de Arlong Park ou de l'île de Nami, où du coup on va avoir une introduction dans cet épisode-là et la suite de l'arc dans l'épisode qui va suivre. Comme d'habitude, je vais vous épargner le blabla, mais bon, je vais pas faire de résumé comme les autres reviews parce que je le fais dans les autres reviews, mais là ça ferait une vidéo trop longue. Je vais juste vous donner mes points positifs, mes points négatifs, ce qui est important dans la liberté scénaristique qu'ils ont pris et ce qui, selon moi, est cool ou non. On va commencer par un truc très intéressant, c'est l'introduction. Dans les chapitres, on avait une introduction du coup où on n'avait pas du coup les mêmes personnes dans le navire. Déjà, ils n'étaient pas sur le Merry, mais en plus de ça, sur le navire, on avait un chasseur, enfin les deux chasseurs de pirates. On avait Zoro qui était encore à l'agonie. On avait Sanji et on avait du coup Luffy. Quand on avait du coup une discussion dans les chapitres entre un des chasseurs de pirates et Luffy et Sanji, et cette discussion, ce chasseur de pirates venait nous expliquer qu'est-ce que c'était les grands corsaires, Mihawk et ainsi de suite. Là, on n'a pas besoin de cette introduction, elle a déjà été faite. Et le seul point, on va dire, négatif de ne pas avoir ce truc-là, c'est qu'on n'a pas le moment drôle où Luffy imagine ce que c'est les hommes poissons en dessinant les différents hommes poissons, puisque de toute façon, il en a déjà vu, et du coup, ça aurait aucun sens. Enfin, là, dans live action, il en aurait déjà vu, donc ça aurait aucun sens de faire ça. Et en plus de ça, quel intérêt de mettre ce genre de blague, sachant que dans le live action, ils ont décidé de ne pas faire un Luffy est joyeux malgré le fait qu'il n'y ait pas Nami. Non, là, et qui comprend pas pourquoi Nami est partie. Là, Luffy est au courant de réellement pourquoi Nami est partie, mais elle lui a pas officiellement dit qu'elle voulait pas faire partie de l'équipage. Et on a un Luffy du coup qui est inquiet et qui veut comprendre pourquoi Nami, qui veut que Nami lui dise en face, en fait, je ne veux plus faire partie de ton équipage. Donc on a une introduction très intéressante déjà avec Baggy, extrêmement drôle Baggy, déjà qui fait le qui discute avec Usopp en disant Usopp qui lui dit ah mais tu m'avais dit tribord, et Baggy lui dit mais non l'autre tribord, juste parce qu'il avait la tête dans l'autre sens. Je trouve ça plutôt drôle, et Baggy qui va être insolent, et je trouve qu'il continue d'avoir ce personnage là insolent jusqu'à temps qu'un Zoro lui mette la tête au-dessus de l'eau, hein, bien évidemment, et là il va être tout gentil. Mais cette introduction là, je trouve ça drôle, continuer à avoir Baggy, du coup Baggy fait partie de l'équipage et continue à avoir son caractère malgré qu'il ait que sa tête. Je trouve ça vraiment hyper drôle. Après, truc très sympa aussi, ils ont commencé à instaurer du coup cette guéguerre entre Zoro et Sanji. Donc Zoro est blessé moins gravement que dans l'œuvre originelle, et du coup fait partie des discussions avec Luffy et Sanji. Sanji va discuter de pêche et plein de choses avec Luffy, et après il va tout de suite y avoir une guéguerre entre Zoro et du coup Sanji. Sanji qui va prendre le parti de Nami en disant ouais c'est une femme douce et ainsi de suite, et Zoro qui lui dit attends, elle a un tatouage d'Arlong qui veut tout dire, et tu la connais pas, donc va pas juger quelqu'un que tu connais pas. Et le fait d'avoir instauré cette guéguerre, je trouve ça cool parce que on sait tous, dans ceux qui ont vu l'œuvre originelle et lu l'œuvre originelle, que tout simplement Zoro et Sanji peuvent pas se piffer, qui certes savent qu'ils sont dans le même équipage, se dépatouillent et se protègent les miches de temps en temps, mais la plupart du temps ne veulent pas montrer cette amitié qu'ils ont entre eux et sont en guéguerre perpétuelle. Et du coup instaurer cette guéguerre dès maintenant, je trouve ça vraiment cool d'avoir fait ça, sachant qu'en plus on n'a pas un Luffy qui peut venir mettre l'ambiance, puisque là on a un Luffy pensif qui s'inquiète pour Nami. Bon, cet épisode du coup, pour introduire ce qui se passe avec Nami et tout, va introduire plein de flashbacks pour expliquer, c'est le procédé de toute façon qu'ils utilisaient dans les épisodes précédents, et là ils l'utilisent encore. Donc des flashbacks pour savoir ce qui se passait dans le passé de Nami, donc avec Belle-Mère, avec Noshiko et Nami,
et savoir en gros, pourquoi Nami est sous la botte de Arlong, pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur son île, pourquoi les hommes poissons sont à leur tête, pourquoi il y a Arlong Park et ainsi de suite. Et avoir ces flashbacks, ça permet de comprendre pourquoi Nami a ce caractère craintif, ce caractère «Ah, je veux pas m'attacher aux gens» et pourquoi elle fait tout pour être, dans l'équipage de Arlong. En fait, elle fait ça pour protéger les autres. Je trouve que ça permet au grand public, ceux qui n'ont pas lu l'œuvre originelle ou pas vu l'animé, de mieux comprendre, la personnalité de Nami, même si on s'en doute par le passé. Là, ça va bien, du coup, appuyer le fait et faire comprendre à tout le monde pourquoi Nami a choisi, ce choix-là. Surtout qu'on vient du coup, parler du marché entre Nami, introduire le marché entre Nami et Arlong, et la façon dont c'est fait avec des flashbacks du coup qui sont pas totalement en continu, mais qui viennent au fur et à mesure, ça nous permet, de mettre du suspense pendant tout le long de l'épisode, puisqu'au début on sait, du coup que Noshiko et Nami ont été, élevés par une marine. Il les a retrouvés sur un champ de bataille, et du coup qui sont très attachés à Belle-Mère. Pour elle, c'est leur mère et ainsi de suite. Et on voit un Arlong qui vient littéralement buter leur mère. Donc pourquoi Nami serait à leur botte? On a ce lien-là qui est fait du coup quand ils sont dans le village. C'est ce qui vient expliquer aussi pourquoi Noshiko vient détester Nami au début de l'œuvre, et pourquoi les villageois détestent Nami, parce qu'elle est passée dans le camp de ceux qui ont buté littéralement je sais pas combien de gens de leur village, dont leur mère qu'ils aimaient tant. Le fait aussi que du coup on a un flashback plus tard qui nous explique que Nami a fait un pacte et que Nami cherche quelque chose que Arlong a, nous met du suspense parce qu'on sait qu'elle demande quelque chose à Arlong mais on ne sait pas quoi. Et ça permet d'avoir cette façon de penser de ouais, Nami est dure certes avec le village et ainsi de suite, et du côté de Arlong, mais qu'est-ce qu'elle cache derrière elle. Et du coup introduire le flashback plus tard du fait qu'elle veut racheter les villageois et ainsi de suite, c'est hyper intéressant puisque là on comprend l'arrière-pensée de Nami, et Nami sort de sa coquille complètement, là où depuis le début de live action elle restait dans sa coquille, elle sortait de temps en temps quand elle discutait sur l'île d'Usopp par exemple, ou quand elle commence à s'attacher l'équipage et tout. Là vient complètement craquer à la fin de l'épisode, pour avoir la scène mythique, on en reparlera plus tard d'ailleurs. Et l'amener ces flashbacks au fur et à mesure, je trouve ça intéressant. Ça permet de garder en haleine pendant tout le long de l'épisode, que ce soit les gens qui connaissent One Piece, même si ceux qui connaissent One Piece, ils savent déjà, mais surtout ceux qui ne connaissent pas One Piece, et du coup qu'ils ont un peu de suspense tout le long de cet épisode. Maintenant, ce que j'ai bien kiffé aussi, c'est les décors. Les décors ont été hyper bien réussis, hein, que ce soit le village et tout, que ce soit la maison un peu écartée de Nami, Noshiko et Belle-Mère et les mandariniers, parce qu'on sait que ça a une forte importance, hein, les mandariniers pour eux. Non, tous les décors, je trouve, Arlong Park et tout, franchement, tout a été bien réussi. Et Arlong Park, j'aime bien l'ambiance qu'ils ont mis Arlong Park, c'est vraiment cool. Ils ont pas fait dans le manga, ils ont vraiment recréé une ambiance à eux dans le live action, et je trouve ça vraiment cool. Franchement, décor, rien à dire. Pareil, bon, les OST, j'en parle pas, mais les OST, c'est toujours de qualité, hein. Ils essayent toujours, non pas de plagier, enfin, je dis c'est du plagiat, mais non, parce que c'est une adaptation de l'œuvre, mais non pas de mettre identique à l'animé, mais vraiment avoir des OST propres à eux, mais qui collent à l'œuvre. Et franchement, je trouve ça vraiment cool qu'ils continuent dans cette rangée-là. Bon, Arlong, comment parler de Arlong Park sans parler d'Arlong? Arlong, je suis content, bon, il l'avait déjà instauré du coup, puisqu'ils l'ont introduit plus tôt dans l'œuvre, mais Arlong a une prestance, et c'est ce qu'on cherche chez Arlong, c'est qu'il a une prestance et qu'il c'est un meneur d'hommes poissons, et qu'il veut montrer que vas-y, on est les hommes poissons, on est supérieurs aux hommes. Et je trouve que cette prestance a été hyper bien réussie pour Arlong tout au long de l'épisode, et on verra sur l'épisode suivant si c'est toujours le cas. Mais le caractère d'Arlong et la prestance d'Arlong ont été hyper bien respectés. Même si je suis toujours pas un grand fan de comment ils ont fait les hommes poissons, ils pouvaient pas faire mieux, et franchement ça a été bien réussi pour Arlong. Oh, sinon, pour ce qui est de Nezuko, ils ont décidé de la mettre en un peu plus black que la normale. Personnellement, après c'est moi, je trouve que le bleu pétant sur du black, ça colle pas, mais de base le bleu n'est pas une couleur naturelle.
Donc après ça, c'est juste le perso, qui a des cheveux qui sont pas forcément, qui vont pas forcément en accord avec sa couleur de peau, que ce même dans l'œuvre originale. Mais en soi, je trouve que Nezuko a été bien réussi. Son caractère en mode, «Eh, vas-y, je suis une guerrière, c'est moi qui dois reprendre la main puisqu'il y a plus d'amis, et finalement derrière je suis toute mielleuse, toute douce quand j'apprends la vérité». Non, franchement, ça fait écho du coup au caractère de belle-mère. Je trouve que Nezuko a plus le caractère du coup de belle-mère que Nami. Et bah, là, elle a été bien respectée, tout le long et bien amenée, et elle donne pas sa confiance, bah, tout de suite, et c'est ce qu'on cherche chez elle, c'est-à-dire que c'est une personne qui est devenue méfiante, à cause de Nami, et bah, là, dans l'épisode, on ressent dans le sens où, bah, d'abord elle est méfiante et par la suite elle va donner sa confiance en racontant du coup à Luffy et aux autres, bah, ce qui s'est passé. Bon, maintenant, comment parler de cet épisode sans parler de la discussion entre Zeph et Garp? Donc c'est une discussion inédite, on n'avait pas ça dans le manga, donc c'est un rajout, qu'ils ont fait, et je trouve ça hyper intéressant. On a eu du coup 2 discussions de personnes de l'époque d'avant, donc de Garp, et de Zeph, qui discutent du coup de Luffy, le petit-fils du coup de Garp, et disant qu'il y a une grosse, ressemblance entre Luffy et Goldie Roger, que ce soit dans le sourire, dans leur façon d'être et tout, et Zeph vient faire remarquer du coup à Garp en lui disant: «Beh frérot, ton petit-fils, c'était sûr qu'il était pirate, il ressemble énormément à ce pirate légendaire qui était Goldie Roger, tu ne peux pas le nier». Et c'est là où on commence à voir un Garp qui bah, qui commence à voir son petit-fils, et bah, laisser son petit-fils devenir un pirate, se dire, «Bah ouais, oui, t'as raison, il y a une ressemblance avec, bah, mon rival de tous les jours, quoi». C'est parce que le rival de Garp, c'était Goldie Roger. Ils avaient une amitié, mais aussi une rivalité entre eux, un peu comme, bah, du coup Kobe et Luffy, bah, pour, la suite de l'œuvre. Et introduire du coup, bah, cette discussion pendant qu'ils sont en train de chercher des informations et ainsi de suite, et Zef qui ne crache pas le morceau. Je trouve que ce rajout est hyper intéressant et cohérent. Ça nous permet, bah, déjà de faire un lien pour, la suite de ce qui va se passer dans One Piece, de faire un lien entre, bah, les époques d'avant et les époques de maintenant, puisqu'on n'a pas encore eu de parallèle entre Goldie Roger et le Luffy, hein, mine de rien. Là où, dans l'œuvre originelle, il y a souvent des parallèles qui sont faits entre les deux. Là, il y a aucun parallèle qui a été fait, et introduire cette scène, je trouve que c'est hyper intéressant, et en plus, ça permet, bah, dans, cette, réflexion, on va dire, qu'a Garp, bah, du fait que, bah, c'est mon petit-fils, j'ai envie de le protéger, mais à la fois, bah, il veut être pirate, et si c'est un pirate, va falloir que je le poursuive. Bah, je trouve que, cette scène apporte un surplus à cette, réflexion qu'a Garp, et je trouve que c'est un petit plus qu'ils ont rajouté qui est vraiment intéressant, et qui, si c'était dans l'œuvre, ça aurait été totalement cohérent, et franchement, bah, il a toute sa place, à l'intérieur bah, de ce live action et de cet épisode. Bon, comment parler, du coup aussi de cet épisode sans parler, de ce marine corrompu, à la mort moineux? Le seul petit couac, mais j'en parlerai dans les points négatifs, mais en tout cas voilà, avec ses moustaches et tout là, non, ce marine a bien été réussi, il y a pas photo, là-dessus. Toujours aussi, bah, un rat, c'est un rat. Bon, et du coup, comment parler de cet épisode sans parler de la fin de cet épisode? Le timing de la fin de cet épisode était, bah, rien à dire, c'était la meilleure fin possible. Donc, c'est la fameuse scène légendaire où on a un ami qui, bah, et qui cut son qui coupe en gros et qui perd son tatouage de Arlong, et qui en veut énormément à Arlong, qui, bah, lui a tout volé, qui lui a tout pris, que ce soit son village qu'il va détruire, que ce soit l'argent et du coup le contrat et ainsi de suite. Il lui a vraiment tout pris, qui lui a pris belle-mère et ainsi de suite. Et une amie du coup qui est en pétage de câble et qui va enfin libérer sa coquille et demander de l'aide à Luffy. Et cette scène légendaire, bah, où Luffy va donner son trésor, son chapeau de paille à Nami, et va lui dire: «Bah oui, bien évidemment que je vais t'aider». Et avec cette scène où donc on a Luffy qui marche et on a bah, les 3 autres zigotos qui l'attendent derrière. Franchement, on pouvait pas mieux la faire, elle est vraiment réussie, elle est légendaire, et franchement, c'était la meilleure fin possible. Ils ont vraiment réussi. Je vais quand même dire un petit point négatif, même si j'ai un peu entremêlé les points positifs et négatifs, tout le long de cette review. Je n'ai pas fait comme d'habitude. C'est, bah, le fait que, ils ont décidé de mettre, le trésor du coup de belle-mère, enfin le trésor qu'a caché Nami, à côté de la tombe de belle-mère. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir fait comme ça. En plus, on voit Nezuko du coup qui en veut à Nami et tout,
et qu'il la retrouve, parce que, ah, tu été blasphémé, la tombe de belle-mère. Tu caches, tes trésors, de pirates et nous ben, à côté de la tombe de belle-mère. Je trouve ce choix très intéressant, mais je trouve ça quand même, assez dur à comprendre. Après, vous me direz si vous, ça vous a dérangé, mais moi que, la marine la retrouve, directement là. Arlong pouvait pas être au courant qu'il l'a caché là, parce que c'était une cachette quand même assez spécifique, franchement, je vois pas comment le marine, à moins qu'il l'ait fait suivre, mais ça m'étonnerait parce que Nami était déjà parti. C'est assez compliqué. Je trouve que dans l'œuvre originale, c'est mieux fait dans le sens où les marines arrivent dans la cabane de belle-mère et défoncent la maison et cherchent de fond en comble. Et il y a vraiment une recherche en fait du trésor. Là où on a l'impression qu'il dans le live action, il arrive comme ça. Je trouve ça, personnellement, ça m'a un peu dérangé. Après, est-ce que c'est réellement un gros point négatif? Non, c'est un petit détail, mais personnellement, ça m'a dérangé. Et c'est peut-être chipoté de dire ça, mais voilà, c'est mon avis. Bon, et on finira du coup par un point positif, dans le sens où j'adore la scène finale où on voit le village brûler dans le fond et du coup les autres le regardaient et tout. Je trouve que cette scène est hyper intéressante puisque là où Unami a une discussion avec Luffy juste avant en lui disant mais tu sais rien de ce qui se passe dans ce village et Luffy qui lui dit oui, il dit mais je vois pas pourquoi tu m'aiderais alors que enfin, je t'ai trahi. Il dit oui, mais moi je vais t'aider quand même. Et du coup, le fait d'avoir ce contraste et se dire, et là, on voit le village en feu et tout, ça permet à Luffy déjà d'avoir une raison d'aider ce village ennemi, mais en plus de ça, de montrer que il se passe cette chose en ce moment et du coup de préparer l'épisode à suite. Non, franchement, je trouve que la fin, que ce soit quand il a déposé le trésor sur Nami, ainsi de suite, enfin son chapeau, et cette scène avec le village en fond et tout, ce qui est inédit, franchement, hyper bien réussi, rien à dire, hyper bien timé. Sur ce, la review va être un peu longue si je continue. Merci de l'avoir suivi, pensez à liker et à mettre en commentaire vos avis, si vous avez des avis qui divergent ou du coup qui convergent avec les miens, n'hésitez pas à le dire. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!